Une Américaine disparaît mystérieusement durant son voyage à Istanbul en Turquie. Après une longue investigation de la police turque avec l'aide du FBI, elle a finalement été retrouvée et ce qui lui est arrivé est inimaginable. Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire qui avait fait la une à l'époque. Principalement car c'était une touriste qui avait disparu en Turquie. Et surtout car les cas de disparition de touristes en Turquie sont très rares. Cette jeune américaine qui avait disparu en 2013 se nommait Saray Sierra. Elle avait 33 ans, elle était mariée à Steve. Ils étaient ensemble depuis 14 ans, ils avaient 2 enfants, un enfant âgé de 9 ans et l'autre âgé de 11 ans. Saray vivait donc aux États-Unis. Elle avait une vie familiale basique, Steve et elle faisaient tout leur possible pour avoir une belle vie. Saray étudiait la photographie, elle avait également une passion pour l'architecture d'Istanbul, donc elle s'est mise à économiser de l'argent pour se rendre à Istanbul. Elle devait se rendre en Turquie avec l'une de ses amies, les 2 jeunes femmes devaient se rendre à Istanbul durant leurs vacances scolaires. Mais cette amie a fini par annuler car elle avait été virée et n'avait plus les moyens de partir. Et Saray va donc décider de s'y rendre seule. Elle quitte New York le 7 janvier 2013, direction Istanbul, pour un laps de temps assez court. Puis elle se rend à Amsterdam, puis de Amsterdam, elle retourne à Istanbul. Et son vol retour pour les États-Unis était réservé pour le 25 janvier. Et ce détour qu'elle a fait va créer des suspicions dans la tête des policiers, car elle s'est rendue à Istanbul, puis à Amsterdam, puis elle revient à Istanbul. Elle avait très peu d'argent pour faire ce voyage. Son mari a raconté qu'elle est partie avec seulement 400 $ en poche pour séjourner du 7 au 25 janvier. Donc chaque dollar comptait. À Istanbul, elle avait réservé un appartement assez basique, simple. Lors de son arrivée à Istanbul, elle donne rendez-vous à un homme qu'elle a connu sur Internet. Un Turc se prénommant Taylan. Et durant tous ses voyages, elle parlait constamment avec son mari et ses enfants, qui était aux États-Unis, il parlait par message. Saray a décidé d'échanger son vol retour qui était prévu pour le 25 janvier. Elle décide de l'avancer à la date du 22 janvier. Mais le 21 janvier, elle envoie un message à sa famille pour leur dire « Demain, je serai à la maison ». Tout semblait normal. Les enquêteurs ont réussi à découvrir qu'elle avait donné un autre rendez-vous au fameux Taylan, le Turc qu'elle avait déjà vu. Mais le 21 janvier, un jour avant sa date de retour, elle disparaît. Ils s'aperçoivent de sa disparition le jour suivant car son vol retour était réservé au 22 janvier. Son mari était à la maison avec les enfants aux États-Unis à attendre son retour, mais elle n'arrivait pas. Elle ne répondait pas, donc son mari a appelé la compagnie aérienne pour savoir si l'avion avait atterri, si sa femme était là-bas, savoir si quelque chose s'était produit. Mais la compagnie va lui dire qu'elle n'a jamais embarqué pour son vol retour. Son mari était désespéré, il contacte directement la police des États-Unis. La police américaine va se mettre en contact avec la police turque. Les policiers turcs vont se rendre jusqu'à l'appartement loué par Saray et lorsqu'ils entrent dedans, elle ne s'y trouvait pas. Mais dans la chambre, il y avait sa valise avec tous ses vêtements. Il y avait son chargeur, son téléphone portable, son passeport et également sa carte de sécurité sociale, ce qui est très étrange, car ce sont des objets très importants du quotidien et encore plus lorsque l'on voyage. Donc, ils ont compris qu'il y avait quelque chose d'étrange. La police interroge le propriétaire de l'appartement pour savoir quand l'a-t-il vu pour la dernière fois. Il leur répond qu'il l'a vu pour la dernière fois le 20 janvier. Un jour avant sa disparition, son mari va également déclarer qu'il manque certaines affaires de son épouse. Il manquait un téléphone et un iPad. Et les policiers vont aussi se demander, mais si elle était photographe, pourquoi n'avait-elle pas d'appareil photo? Après cela, la police turque va faire appel à une grande équipe de recherche, car il est très rare qu'une touriste disparaisse. Et ils vont également dire que cela va donner une mauvaise image du pays. Car Istanbul est très touristique et là, une Américaine disparaît. Cela va fortement entacher l'image du pays et l'économie touristique. En dehors de cela, le FBI a envoyé ses agents sur place en Turquie pour travailler avec la police turque. Et son mari et le frère de son mari vont se rendre en Turquie également pour suivre l'enquête de près. La police va tout de suite commencer à analyser les caméras de vidéosurveillance.
Ils vont analyser plus de 500 caméras aux alentours. Ils ont réussi à voir que le jour de sa disparition, elle se trouvait dans un centre commercial en train de manger seule. Puis on la voit quitter le centre commercial, puis ils suivent le chemin qu'elle a parcouru. Ils prennent également les caméras de certains magasins, mais à certains moments, ils l'ont perdu de vue. Les caméras n'ont pas tout filmé. Et il y a une chose qui s'est produite entre-temps, elle devait se rendre au rendez-vous avec cet homme turc, c'est le jour où elle a disparu. Elle devait le voir à côté de la tour de Galata, donc les officiers de police ont convoqué cet homme pour qu'il fasse sa déposition. Il leur a raconté qu'effectivement il l'a attendue au lieu de rendez-vous, mais elle n'est jamais venue. Et c'est là qu'une grande confusion va se faire sentir dans les médias, car ils auraient découvert qu'elle trompait son mari avec cet homme. Ils ont eu accès à ses réseaux sociaux pour affirmer cela. Et c'est là que les médias ont interrogé Steve, le mari de Sarai, en lui demandant « Alors votre femme vous trompait ?» Il a eu une très bonne attitude, il leur a répondu « Je cherche ma femme a disparu, je n'ai aucune idée de ce qui lui est arrivé et c'est tout ce qui compte maintenant. » Et il leur dira également « Et concernant ces rumeurs, je n'en parlerai pas avec vous. J'en parlerai à la police, je suis obligé de leur donner toutes ces informations, mais pas à vous. Je veux juste retrouver ma femme, c'est tout ce que je désire. » Et donc, ces informations n'ont pas été étalées au niveau des médias, car les journalistes n'avaient pas plus d'informations. Tout est resté entre la police et Steve, le mari. Nous ne savons pas ce qu'il y avait avec cet homme et nous ne pouvons pas juger la victime, surtout que rien n'est de sa faute. L'histoire est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Donc, les policiers ont convoqué Taylan, mais finalement, il a été écarté. Il n'avait rien à voir avec la disparition de Sarai. Les policiers ont visionné les caméras dans les endroits où elle était susceptible d'être le jour de sa disparition, mais ils ont également commencé à visionner les caméras de l'aéroport le jour de son arrivée à Istanbul. Ils ont fait ça car ils trouvaient étrange qu'une photographe n'ait pas d'appareil photo professionnel, et aussi à cause de son itinéraire. Elle s'est rendue en Turquie, puis à Amsterdam, et elle est revenue après en Turquie. Ce qui, de leur point de vue, est très curieux, donc à l'époque, ils pensaient qu'elle transportait des substances illicites. Mais cette hypothèse a totalement été écartée après que les policiers l'aient retrouvée. Donc non, elle n'était pas ce genre de personne, elle était seulement en voyage. Les policiers vont par la suite continuer les investigations. Cela a pris pas mal de temps, presque 2 semaines. Ils ont interrogé de nombreuses personnes. Au total, 11 personnes ont été convoquées, dont 2 femmes qui étaient en contact avec elle sur les réseaux sociaux. Mais ces témoins n'ont pas du tout aidé les policiers dans leur enquête. En fouillant ses réseaux sociaux et en voyant son style de cliché, les policiers se sont aperçus qu'elle aimait prendre les trains et les rails de train en photo. Il y a notamment les rails de train et le train qui passe à côté des remparts d'Istanbul. Et grâce aux caméras, ils ont vu qu'elle était proche de cet endroit le jour de sa disparition. Donc les policiers ont commencé leurs recherches à cet endroit. Et le 2 février 2013, l'un des policiers a trouvé les restes de Sarai. Son corps a été retrouvé dans une sorte de trou dans les murs juste à côté des rails de train. Il y avait une couverture sur elle, il y avait également des morceaux de bois sur elle. Elle portait uniquement un t-shirt et une culotte, son iPad et son téléphone n'étaient plus là. Et sur son corps, elle avait un collier en or, un bracelet et une bague, ce qui indique que le coupable n'a pas fait cela pour la voler. Ses ongles étaient cassés, ce qui signifie qu'elle a beaucoup lutté pour survivre. Elle avait beaucoup de blessures, principalement sur le tronc, sur le côté droit du corps, le menton, la tête, et la cause de la mort est due à un coup dans la tête asséné avec un objet. La police a tout de suite remarqué que ce n'était pas le lieu du crime. Elle a probablement été traînée là-bas. Des chiens pisteurs et des équipements scientifiques ont été apportés sur les lieux de la découverte du corps, dans l'espoir de découvrir des indices et de trouver l'arme du crime. Et un peu plus loin, ils ont trouvé une brique imbibée de sang. C'est cette brique qui a causé la mort de Sarai. Ils ont également trouvé de l'ADN sous ses ongles et également des mégots de cigarettes. Il y avait également du sang sur son torse qui ne lui appartenait pas et également du matériel génétique sur la couverture. Après avoir tout analysé, ils ont découvert que tout cela appartenait à un homme. Ce qui est le plus choquant, c'est qu'ils ont trouvé de la semence humaine sur son écharpe et à côté de son soutien-gorge. Mais elle n'a pas été abusée, ça a été vérifié après examen post-mortem. Mais ce que la police croit, c'est que la personne qui a fait cette atrocité a enlevé son pantalon. C'est pour cela qu'elle était en culotte et le tueur a satisfait ses pulsions sur son corps. Le pantalon de Sarai n'a jamais été retrouvé, toutes ses affaires avaient disparu.
Après avoir conclu les investigations, la police turque décide de fermer le trou où Saray a été retrouvée. Ils ont installé une porte en fer pour éviter que les curieux entrent dedans, car cette affaire a été très médiatisée, pas seulement en Turquie mais également aux États-Unis. La BBC News, la CNN parlaient de l'affaire en direct quotidiennement. Donc de nombreuses personnes se rendaient sur le lieu de la découverte et les autorités ont décidé de fermer ce trou. Concernant les restes de Saray, rappelez-vous que la famille de la jeune femme était une famille assez modeste et travailleuse. Donc aux États-Unis, ils ont créé une campagne sur ces réseaux sociaux en proposant ces photos à la vente sur un autre site. Ils ont vendu quelques photos et ils ont réussi à faire assez d'argent pour rapatrier son corps aux États-Unis. À présent, commence la traque pour découvrir qui a fait cette atrocité. Le FBI continue à aider les policiers turcs dans l'enquête. Ils ont convoqué 21 personnes pour comparer leur ADN avec l'ADN retrouvé sur place et en même temps, ils ont réussi à découvrir qu'il y avait un SDF qui vivait à proximité du lieu de la découverte du corps. Ce sans-abri avait une sœur qui vivait avec son mari et ils ont comparé leur ADN. En comparant l'ADN de sa sœur avec son ADN retrouvé sur la scène de crime, celui-ci était positif. Cet homme se nomme Zia Tassali, il était âgé de 46 ans lors des faits. Il était un accro des substances illicites, un sans-abri avec un casier bien rempli. En 1985, il a été arrêté pour possession d'armes et en 1987 pour vol. Donc il vivait à proximité, il vivait dans ce trou et il fermait ce trou avec un matelas. Mais lorsque la police est partie à sa recherche, ils ne l'ont pas trouvé. La police connaissait le lieu du crime, donc ils sont rentrés en contact avec les compagnies de trains qui passaient par là. Une caméra de l'un des trains a pu filmer et le crime s'est produit à la lumière du jour à 14 h. Sur cette photo, les images sont de mauvaise qualité, mais ils ont réussi à identifier que cette caméra a capturé les deux en train de se battre à côté des rails de train. Malheureusement, ce sont les dernières images de Saray vivante. La police traquait Zia, mais ils ne le trouvaient pas. Donc, ils sont entrés en contact avec d'autres témoins qui voyaient l'homme tous les jours. Et deux témoins ont raconté l'avoir vu le jour du crime, le 21 janvier. Il avait des griffures sur les bras. Il y a un troisième témoin qui a raconté qu'en dehors des griffures sur les bras, il avait également des griffures sur le visage et qu'il a même parlé à Zia ce jour-là. Il lui a demandé « Que s'est-il passé? Tu es blessé? Tout va bien ?» Et Zia lui a répondu « Non, je suis tombé, je me suis griffé. » À présent, commence la traque pour retrouver Zia. La police turque, avec l'aide du FBI, découvre que l'homme a réussi à fuir en Syrie. Cette affaire est une affaire résolue, donc je vais vous raconter ce que l'accusé a raconté concernant sa fuite sans être attrapé. Zia raconte que juste après le meurtre, il s'est rendu dans un café, il a regardé le journal et il a vu que la police recherchait la touriste américaine disparue. Et là, il a commencé à avoir peur. Il a dit qu'il ne savait pas que c'était une américaine, il pensait qu'elle était turque. Donc il pensait que s'il s'agissait d'une turque, c'était ok, mais une touriste non. Et comme c'était une américaine, il a pris peur. Par la suite, il a continué à vivre dans son trou et tous les jours, durant 2 semaines avant qu'on retrouve le corps de Saray, il se rend sur place pour vérifier, pour voir l'état de Saray. Le jour de la découverte du corps de Saray, Zia se trouvait dans le fameux café. Il a encore une fois regardé le journal TV et là, il a vu que les policiers l'avaient retrouvé. Après cela, il a raconté avoir paniqué. Il a toujours vécu à Istanbul et le seul voyage qu'il a fait, c'était pour se rendre à Ankara. Mais il a décidé de se rendre en Syrie. Il prend un bus en prenant une fausse identité pour se rendre à Hatay, qui se trouve à la frontière avec la Syrie. Il réussit à traverser la frontière illégalement grâce à d'autres personnes. Lorsqu'il arrive en Syrie, Zia se joint aux forces armées de l'opposition. Rappelez-vous qu'à cette époque, en 2013, le gouvernement turc postait quelques soldats à la frontière avec la Syrie pour protéger les Turcs. Mais Zia ne s'est pas joint aux forces turques mais aux Syriens pour lutter avec l'opposition. Il va même se battre et finit par recevoir une balle dans la jambe gauche. Il restera 10 jours à l'hôpital. Et quelques temps après, la police turque et le FBI vont recevoir des informations les informant que Zia se trouvait en Syrie. Le gouverneur syrien a renvoyé Zia en Turquie et l'a donné aux policiers turcs. Ils le mettent dans une voiture, le ramènent à la frontière et une fois arrivé à la frontière, il sera capturé. Il a été arrêté en mars 2013, tout s'est produit le 21 janvier et le 2 février, Saray avait été retrouvé. Et donc en mars, il a été arrêté pour ce qu'il a commis. Ils l'ont arrêté assez rapidement, il est resté 1 mois et demi en Syrie.
Nous allons à présent parler de la confession de Zia. Vous n'allez pas croire la raison pour laquelle ce monstre a fait cela. La police pense que le jour des faits, Saray se promenait à Istanbul. Elle prenait des photos, des remparts, des rails, du train et elle devait se rendre à son rendez-vous dans la tour. Mais elle n'est jamais venue. Durant son trajet, elle avait décidé de prendre des photos des rails derrière le mur où elle a été retrouvée. Il y a les rails du train. Et Zia était assis à côté des rails du train. Il buvait depuis 9 h du matin, il prenait également des substances illicites. Les substances qu'il prenait étaient assez lourdes. Il était dans un état second, il raconte qu'il a vu Saray prendre des photos du lieu, puis il se lève et va à sa rencontre pour l'embrasser. Il tente de l'embrasser et elle refuse, et donc elle commence à le frapper. Au cours de cette bagarre, elle prend son téléphone et lui donne un coup au nez. Son nez commence à saigner, cela explique le sang retrouvé sur le torse de Saray. Suite à ce coup, il s'énerve encore plus et il va la battre de plus en plus fort. Saray essayait de fuir, cette bagarre a eu lieu au niveau des rails du train. Elle s'est déroulée sur plusieurs mètres. Il raconte qu'elle a commencé à prendre des pierres pour lui lancer et là il s'enrage et prend encore plus de pierres pour la frapper avec. Il raconte que cette bagarre a duré approximativement 30 minutes et qu'ils ont marché sur pas mal de mètres. Puis il se rend compte qu'il l'a tapée un peu trop fort et qu'elle ne bougeait plus, et donc que probablement elle était morte. Donc il décide de la traîner jusqu'au trou dans le mur, il la laisse là et retourne chez lui à quelques mètres de distance. Le jour suivant, il va la voir et confirme qu'elle est vraiment morte. Il prend 2 couvertures et la couvre et il met ensuite des morceaux de bois sur la victime. Puis il va prendre ses vêtements, il a tout mis dans un sac, puis il va le jeter dans une poubelle et son téléphone et son iPad, il les jette dans une rivière. Mais la police ne le croit pas, il pense qu'il a vendu toutes ses affaires, mais c'est ce que lui a raconté. Il raconte également qu'il n'a jamais abusé d'elle, mais personne ne le croit encore une fois. À présent, nous allons parler de sa sentence. Le 24 juin 2014, Zia a été condamné à la prison à perpétuité. Et il a également écopé d'une autre peine de 8 ans et 4 mois pour vol et pour abus, même s'il n'a pas été prouvé que la victime a été abusée. Le juge a conclu qu'il avait effectivement abusé d'elle à cause des traces de matériel génétique retrouvées et parce qu'il avait essayé de l'embrasser de force. Après cela, le coupable a fait appel de la décision et le 21 mars 2019, la cour d'appel a confirmé la première peine. Ils ont même alourdi la peine de 11 ans et 8 mois. Je vais vous expliquer pourquoi ils ont ajouté des années de prison à sa peine, qui est la prison à perpétuité, mais il n'a pas eu la prison aggravée. Avec cette sentence de prison à perpétuité, il a le droit, comme les autres prisonniers, à des réductions de peine. Donc il resterait entre 30 à 40 ans au maximum en prison, et donc il aurait pu obtenir des réductions de peine. Et c'est pour cela que le second juge a augmenté sa peine de prison, pour qu'il ait le maximum possible en prison et qu'il ne puisse pas sortir vivant de la prison. Il était déjà âgé, donc je ne pense pas qu'il sortira de prison. Concernant la famille de Saray, Steve, son mari, s'est marié en 2014 avec une autre femme qui a un enfant du même âge que celui de Steve et Saray. Les enfants l'appellent maman et la famille est très heureuse. Ils sont très soudés. Ils raconteront l'histoire de leur mère, Saray, quand ils seront aptes à l'entendre. Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à commenter, vous abonner et à activer la cloche des notifications, ainsi vous serez informé lorsque je publierai une nouvelle vidéo.